Lundi 7 novembre 2016, mesdames, messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous de l'information. Le sommaire, au ministère des Sports, un séminaire de 2 jours sur les politiques publiques de jeunesse et la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent chez les jeunes a été lancé ce lundi. Les précisions dans un instant. La COP 22 sur le climat a démarré ce jour à Marrakech. Plusieurs États du monde sont réunis pour prendre des décisions sur l'application de l'accord de Paris. Hors du continent, en moins de 48 heures, l'élection présidentielle aux États-Unis, dernière ligne droite, frénétique pour Hillary Clinton et Donald Trump. Dans cette édition, retour sur l'ambiance électorale dans le week-end. Bienvenue dans cette session de l'information. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, en partenariat avec le gouvernement béninois, organise du 7 au 8 novembre 2016 un séminaire sur les politiques publiques de jeunesse et la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent chez les jeunes. Une vingtaine de pays africains participent à ce séminaire où les travaux ont été lancés ce lundi par le ministre des Sports, Oswald Romeki. Suivons ici la déclaration du ministre et celle du représentant du directeur de la jeunesse de l'OIF. Et dont le potentiel en termes de réflexion stratégique est énorme. Et j'en veux pour preuve la qualité de la jeunesse béninoise qui, en dépit de la proximité avec un grand pays où l'extrémisme et la radicalisation ont déjà commencé à faire des dégâts, continue de rester en dehors de tout ce qui est lié au terrorisme. Ceci fait notre fierté, mais nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. Je voudrais remercier l'OIF d'avoir porté son choix sur le Bénin pour accueillir ce séminaire important et dire à quel point je suis heureux et fier de procéder à cette cérémonie d'ouverture au nom du gouvernement du Bénin. Les travaux de ce séminaire ont pour objet donc de susciter la réflexion sur la question, de mettre en avant des pratiques jugées exemplaires qui ont eu lieu à gauche et à droite, et également de nous projeter sur les actions convergentes que nous pourrons mener ensemble à travers nos gouvernements, nos structures ministérielles, pour que la question de la radicalisation et de l'extrémisme violent dans l'espace francophone soit jugulée, sinon vaincue. Page culture dans cette édition, de talentueux conteurs venus de 11 pays africains se retrouvent au Bénin autour des enjeux des arts, de l'oralité, du patrimoine et du tourisme. C'est dans le cadre de la 5e édition des RIAO, les rencontres internationales des arts oratoires qui se tiennent cette année du 2 au 12 novembre. Et déjà, les amoureux de contes et légendes se régalent. Le compte rendu de Ahmed Arikba et Denis Maroya qui reviennent sur le spectacle inaugural. Quand deux individus se battent, il est du devoir des hommes de les séparer. Les choses se seraient peut-être passées ainsi que Bilissi vivrait encore. L'histoire en fait nous plonge au cœur de l'Afrique, aux temps immémoriaux où il n'existait encore ni bombes atomiques ni autres armes de destruction massive, à une époque où les génies avaient du pouvoir, beaucoup de pouvoir. Bilissi et Bakary Grand sont un peu comme deux frères issus de la même lignée, mais que tout oppose, ou presque. Le premier, Bilissi, ayant passé 24 mois dans le ventre de sa mère, avant de naître avec des malformations et une laideur prononcée. Il est rejeté par sa famille, qui le considère comme un enfant sorcier, l'avatar ou le fils du mal en personne. C'est donc sans surprise qu'il est craint de tous et constitue une véritable terreur dans sa ville natale et même au-delà. Le second, Bakary ou Bakary Grand, comme on le surnomme, quant à lui, est un jeune dont la grandeur n'a d'égal que son courage et sa bravoure. Une bravoure qui va d'ailleurs l'amener à défier le redoutable Bilissi, rien que pour sauver son honneur vis-à-vis de sa dulcinée, la princesse de Ségou. Il suivra un combat sans merci, au terme duquel, à force de pouvoir mystique, mais également de ruse, Bakary Grand arrivera à débarrasser Ségou, Mansinan et les régions environnantes du monstre à 7 têtes qu'était Bilissi.
À cette époque où les génies avaient du pouvoir, beaucoup de pouvoir, ce combat entre ces deux forces de la nature laissa beaucoup de séquelles, à telle enseigne que le roi de Ségou lança juste après une pétition pour la paix, instituant entre autres qu'il était du devoir des hommes de séparer deux individus qui se battent. Le spectacle de résistance qui a été offert, un conte pour la paix, et qui rappelle la marque des créateurs de l'oralité dans la recherche de la paix. Notre travail est de porter la parole, à calmer les esprits, à faire en sorte que le monde comprenne la nécessité de vivre ensemble. Ce que nous devons en retenir, et ils ont eu le temps vers la fin de citer des hommes qui ont parlé de paix, que ce soit Houphouët-Boigny, que ce soit le professeur Albert Théboïnré, que ce soit Kofi Annan, Amadou Hampâté-Bâ et Gandhi. Ils sont allés sur tous les continents pour nous rappeler la mémoire collective vers la paix. Et c'est ça qui est important et c'est ça que je veux que chacun retienne. Quelle que soit la position que vous occupez, quels que soient les moyens dont vous disposez à écraser, n'en usez pas. La force du spectacle Soukiana, une pétition pour la paix, réside dans l'écriture et la mise en scène de Patrice Toton. Elle réside dans le parfait brassage entre conteurs et comédiens béninois et maliens. Elle réside aussi et surtout dans la pertinence de la thématique et son actualité sur un continent africain en proie à des divisions et des foyers de tension dans un monde où la guerre froide semble, qu'on se le dise, être toujours d'actualité et où les médias occidentaux n'ont de cesse de relayer et d'attirer l'attention sur les prémices d'une troisième guerre mondiale. Le public averti en cette soirée d'ouverture de la 5e édition des RIAO, entendez les rencontres internationales des arts oratoires au siège du FITEB, aura sans doute compris le message de ce spectacle. Un conte théâtralisé qui, loin de raconter une simple histoire ou de plonger dans l'imaginaire, appelle à une véritable prise de conscience. Maître Justin Dogbe-Houndé a célébré pendant le week-end la 11e édition de son institut ISEP, suivant ce reportage que nous propose Fréjus Serwan. Cette 11e édition de la fête champêtre de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée a démarré par le rituel du déchirement des ténèbres où toute la salle rouge du palais des congrès a été plongée dans le noir. Le directeur fondateur de l'ISEP, Justin Dogbe-Houndé, a fait ensuite son entrée. Après cette étape, le porte-parole des étudiants de l'ISEP a pris la parole pour présenter l'Institut. Ici à l'ISEP, nous avons décidé d'étudier les causes de nos souffrances. Nous avons décidé de nous éloigner de la peur, des émotions primitives, des réflexes animaux, de la paresse intellectuelle. Nous sommes profondément convaincus qu'il existe une intelligence supérieure dont nous sommes la reproduction. C'est cela, notre première vérité. Nous sommes profondément convaincus de ce que, derrière les apparences, la puissance motrice de l'univers demeure l'amour. C'est cela, notre deuxième vérité. Des vérités et certitudes, l'ISEP en a bien d'autres pour atteindre sa mission qu'est l'édification d'un monde meilleur où les hommes vivent mieux. Nous gagnons chaque jour le pari d'atténuer nos souffrances et de nous accomplir parce que nous avons refusé de nous informer dans des religions, des sectes et des cercles magiques. Notre devise est vérité et liberté absolue de conscience. Un échauffement mental a ensuite succédé à ce discours. Nous sommes les enfants de cet univers. Et nous avons le droit d'être ici. Puisque nous l'avons décidé.
construirons ensemble une vie heureuse sur la terre. Telle est notre contribution. Le fondateur de l'ISEP a ensuite animé une causerie sur le thème « Face à la crise actuelle de l'homme, quelle est la solution de l'ISEP ?» Combien êtes-vous à connaître votre guide d'utilisateur? Moins de 10% peut-être, me direz-vous. Si vous ne connaissez pas votre guide d'utilisation, ce que j'appelle en d'autres termes votre mode de fonctionnement interne, vous allez subir le même sort que cet homme dont le véhicule a été immobilisé pour la raison que vous savez. Le guide d'utilisation ou d'utilisateur, c'est la réponse à votre questionnement. Votre « qui suis-je » de tous les instants, qui, intégré à l'ensemble, ramène la question de départ. Qui sommes-nous? Cette fête champêtre s'achèvera sur la chaîne de partage de lumière pour solliciter la grâce des entités de la lumière pour la résolution des problèmes. L'affaire Adjavon a connu son épilogue, en tout cas pour le moment, depuis ce vendredi 4 novembre 2016. La justice a rendu son verdict. Le Mania du poulet et ses 3 autres collaborateurs ont été relâchés. L'équipe de la rédaction de Eden TV vous propose ce récapitulatif du feuilleton. Au milieu de cette foule en liesse, Sébastien Germain Adjavon, l'homme d'affaires classé 3e de la dernière présidentielle béninoise, est ainsi félicité pour avoir été relaxé dans une affaire de trafic de drogue. Nous sommes dans la soirée du vendredi 4 novembre 2016 et c'est ici à l'église Saint-Michel de Cotonou que l'opérateur économique va s'exprimer pour la première fois. Je remercie le Seigneur de m'avoir fait voir comment vous êtes aimable. Merci pour vous, merci pour le Seigneur. Je dois vous demander de vous calmer. Nous n'avons qu'un seul pays et nous n'allons pas embraser le nôtre. Nous n'en avons pas 2. Faisons tout pour que la paix revienne dans le pays. C'est un feuilleton judiciaire d'une semaine environ qui s'achève ainsi au Bénin. Tout commence le vendredi 28 octobre lorsqu'une unité des forces de sécurité du Bénin découvre dans un conteneur du groupe Common SA appartenant à Adjavon 18 kg de cocaïne pure. Dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 octobre 2016, nous avons eu une information selon laquelle un conteneur qui devrait être dépoté dans une grande structure de la place contiendrait une quantité importante de drogue. Refusant de se murer dans le silence, après cette découverte, l'homme d'affaires tient une conférence de presse au cours de laquelle les médias nationaux et internationaux apprendront sa lecture des faits. Il faudrait que la lumière soit faite parce que nous recevons des centaines, des milliers de conteneurs. Comment est-ce qu'ils ont su que dans un seul conteneur, il y avait de la drogue? On doit aider notre pays à prospérer et non à le détruire. Dieu est au contrôle. Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est que Common n'est pas encore propriétaire de la marchandise. Moi, c'est quand je le reçois dans mes entrepôts que ça devient ma propriété. En fait, ils ont affaire aujourd'hui aux shippers et ça va mal se passer. Sa conférence de presse terminée, il est interpellé par la gendarmerie nationale puis placé en garde à vue. Suivra une véritable passe d'armes entre ses avocats et le procureur du tribunal de première instance de Cotonou. Nous tenons à préciser qu'aucune notification de garde à vue ni de charge ne lui a été faite. Selon le parquet de Cotonou, l'enquête a été confiée à l'OCERTID. Or, jusqu'à présent, notre client, M. Sébastien Adjavon, n'a pas été auditionné. En somme, depuis hier, vendredi 28 octobre 2016, à 18 h, M. Sébastien Adjavon est privé de sa liberté d'aller et venir de façon évidemment arbitraire.
Dans la matinée du vendredi 28 octobre 2016, le parquet près le tribunal de première instance de Cotonou a reçu l'information selon laquelle un conteneur qui contiendrait des produits prohibés se trouverait dans l'enceinte du port de Cotonou. Il est à noter qu'à la suite de cette découverte, 4 personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants ont été interpellées et gardées à vue pour les nécessités de l'enquête. Il s'agit de personnes, dirigeants ou agents de sociétés ayant un rôle actif ou non dans la chaîne de l'importation de produits majoritairement retrouvés dans le conteneur en cause. Il est à préciser que 2 conteneurs ont été embarqués depuis le Brésil à destination de la société Common SA au Bénin. Contrairement à ce qu'on a pu entendre, le conteneur inspecté le 28 octobre ne faisait pas partie d'un grand nombre de conteneurs à l'embarquement. Il n'était que 2. Le procureur de la République a déclaré, je cite, « Contrairement à ce qu'on a pu entendre, les 2 conteneurs en cause ne faisaient pas partie d'un grand nombre de conteneurs à l'embarquement. » Fin de citation. Cette déclaration n'est pas exacte. Ce sont plutôt 16 conteneurs dont les 2 évoqués qui ont été débarqués au port de Cotonou le 26 octobre 2016 par le navire MSC Sophie pour le compte de la société Common SA. Ce ne sont donc pas uniquement 2 conteneurs évoqués par le procureur qui ont été débarqués. L'affaire connaîtra donc son épilogue le vendredi 4 novembre 2016 au bout d'un procès d'une journée qui s'achèvera par la relaxe d'Ajavon au bénéfice du doute. Le président du groupe Common est ainsi blanchi par la justice béninoise. En interactualité, le ministre canadien de la Défense s'est rendu au Mali dimanche, alors que le Canada se prépare à un déploiement prochain de casques bleus au sein des missions de maintien de la paix en Afrique. Suivons ici un extrait des propos du ministre canadien lors de sa visite au Mali. Le Canada est en train de s'engager à nouveau dans les opérations de maintien de la paix avec les Nations Unies et ce dont on a parlé était pour nous de comprendre dans quelle opération de maintien de la paix on pourrait s'engager. Nous voulons connaître les situations, donc j'ai posé beaucoup de questions sur la situation sur le terrain. On a un très bon point de vue sur la sécurité, sur les programmes de développement aussi et également sur le processus de réconciliation. Le Canada tient sa réputation des opérations de maintien de la paix effectuées dans son passé. La raison pour laquelle on veut être certain est que les ressources que nous allons investir aient un impact sur les personnes qui vivent ici aussi. Et c'est pourquoi il est important pour nous de bien prendre notre temps. On regarde toutes les missions, on regarde les risques. Le risque est un facteur, mais ce que l'on veut voir, ce sont les endroits où la paix peut être stable et où les programmes de redéveloppement peuvent marcher. Le Canada n'est pas défavorable au risque. Nos soldats sont très bien entraînés. On veut atténuer ces aspects et il y a un risque dans chaque mission. Donc, c'est un aspect que l'on doit prendre en compte. Mais on se doit d'avoir une vue globale. C'est pourquoi il nous est important d'avoir une perspective de l'ensemble et de s'assurer que si nous faisons quelque chose, on puisse diminuer le risque très rapidement si les programmes de développement, si la situation en ce qui concerne la sécurité, si la situation en ce qui concerne la sécurité et si les gens peuvent se rendre directement compte de l'impact. The development projects, if the security situation can hold it, and if the people can see the impact directly themselves. Destination le Maroc, les États du monde sont réunis à partir de ce lundi à Marrakech pour s'accorder sur l'application de l'accord de Paris qui, pour la première fois, a vu la communauté internationale s'engager contre le dérèglement du climat. Pour ces premiers jours, les quelques 15 000 participants à la conférence annuelle de l'ONU, négociateurs, élus, scientifiques, ONG, entreprises, devaient avoir largement l'esprit outre-Atlantique où se joue la présidentielle américaine
américaine. L'accord de Paris, adopté fin 2015, signé par 192 États et ratifié jusqu'ici par 100 d'entre eux, est désormais la feuille de route du combat contre le changement climatique. C'est la présidente de la COP22 qui a donné le top à cette conférence. On l'écoute. Très chers délégués, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de déclarer ouverte la 22e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 22. Vous venez d'écouter Ségolène Royal à l'ouverture de cette conférence sur le climat. Pendant que les négociations sont en cours pour réduire les gaz à effet de serre, le roi du Maroc, Mohamed VI, cherche à réintégrer son pays dans l'Union africaine, organisation qu'il a quittée depuis des décennies, tout en montrant l'intérêt que le Maroc porte au continent africain. Une déclaration faite ce dimanche soir dans son discours. On l'écoute. En m'adressant à vous aujourd'hui à l'occasion du 49e anniversaire de la Marche verte, depuis la ville de Dakar, capitale de la République du Sénégal sœur, je sais que vous ne serez pas surpris par une telle décision. En effet, le Sénégal fut parmi les États ayant participé à cette épopée nationale aux côtés d'autres pays africains et arabes. La réintégration du Maroc dans l'Union africaine n'est pas une décision tactique, pas plus qu'elle n'a obéi à des calculs conjoncturels. Elle est plutôt l'aboutissement logique d'une réflexion approfondie. Et lorsque nous annonçons notre retour, nous ne demandons pas la permission de personne pour obtenir notre droit légitime. En tout état de cause, le Maroc est de retour pour retrouver sa place naturelle. Il dispose d'une majorité écrasante pour occuper son siège au sein de la famille institutionnelle africaine. Destination la France, base arrière des commandos djihadistes qui ont frappé Paris, la commune bruxelloise de Molenbeek, essaie un an plus tard de redorer son image en misant sur une sécurité renforcée, mais aussi en mettant en avant des projets culturels ou sociaux axés sur le vivre ensemble. Reportage. Après les attentats du 13 novembre, Molenbeek a été pointé du doigt. Plusieurs des djihadistes impliqués dans les attaques de Paris vivaient ici, comme les frères Abdeslam, ainsi que Mohamed Abrini et Abdelhamid Abaoud. Molenbeek est devenu pour beaucoup le terreau du djihadisme en Europe, un phénomène que les autorités molenbeekoises cherchent depuis à enrayer. Nous avons, depuis le début de l'année, contrôlé plus de 5000 logements à Molenbeek. Nous avons fermé depuis les 6 premiers mois de l'année près de 20 lieux. Donc moi, je n'ai eu aucune difficulté dans la mise en place du plan Canal après ces événements. Des lieux considérés comme liés au radicalisme. Ceci grâce au déploiement de 50 policiers supplémentaires, un ambitieux plan de lutte antiterroriste baptisé Plan Canal. Mais ici, les habitants payent toujours les frais de cette mauvaise réputation. On va dire, vous venez d'où? Molenbeek, juste le mot ça veut dire quelque chose, quoi, mais ils ne disent pas pourquoi. Même en France, quand tu dis Molenbeek, Molenbeek pour eux c'est terrorisme. Même si on veut partir de Molenbeek, aller dans une autre commune, on vous dit on venez de Molenbeek, on va vous téléphoner, travail, on va vous téléphoner. Ils ne téléphonent pas du tout, ça veut dire que vous êtes sur une liste noire. Un coup de projecteur qui a pourtant profité à plusieurs startups. Ça nous a ramené énormément de contacts et beaucoup d'implications de beaucoup d'acteurs privés. Avant, on n'entendait pas parler de Molenbeek, donc on était inconnus, ce qu'on faisait c'était inconnu. Maintenant, on a beaucoup plus d'attention. Et cette grande commune aux nombreux espaces verts peut miser sur son dynamisme pour faire taire les préjugés. Avec plus de 1500 associations, de nombreux centres sportifs et culturels et un nouveau musée consacré aux arts de la rue, ouvert en avril 2016. Le MIMA est venu s'installer au bon moment pour les Bruxellois qui attendaient vraiment d'avoir quelque chose de positif dans leur ville et le MIMA est sorti de terre un peu dans ce contexte. Alors que la Belgique reste sous la menace de nouveaux attentats, le plan Canal vient d'être étendu à cette autre commune de Bruxelles.
Présidentielle américaine, ultime week-end de campagne d'une élection qui tient le monde en haleine, Hillary Clinton et Donald Trump sont dans cette dernière ligne droite, engagés dans une course frénétique avec une avalanche de meetings pour grappiller toutes les voix possibles. Reportage. Route bordée de palmiers, nous sommes bien en Floride. Mais les paysages et les États défilent à un rythme frénétique pour les équipes de campagne. Les deux candidats américains labourent le pays sans relâche dans ce sprint final. Ici, près de Miami, où le vote est déjà possible, Hillary Clinton se réjouit des premières tendances à 3 jours du scrutin. Mais elle réclame aux électeurs une participation massive. Les résultats dans cet État clé seront décisifs pour l'élection. Combien d'entre vous ont déjà voté ? Bien. Donc ça veut dire que vous avez le temps de convaincre les gens de voter, n'est-ce pas ? Donald Trump aussi a fait étape en Floride samedi avant de filer en Caroline du Nord, un autre État déterminant sur la carte de la course à la Maison-Blanche. Les meetings du candidat républicain attirent toujours les foules, avec des partisans qui arrivent jusqu'à 5 heures en avance pour avoir une bonne place et qui sont plus que convaincus de l'issue du scrutin. Je pense que le résultat va être bon pour Trump. Je pense que beaucoup d'électeurs ne veulent pas admettre qu'ils voteront pour Trump, mais que quand ils arriveront dans la cabine de vote, ils donneront leur voix à Donald, aucun doute. Retour dans la course avec Hillary Clinton, destination Philadelphie par avion cette fois, pour une soirée de mobilisation animée par la chanteuse Katy Perry. La candidate démocrate a aussi pu compter ces derniers jours sur le soutien de célébrités comme Beyoncé et Jay-Z, mais également de personnalités politiques comme Madeleine Albright, la toute première femme à avoir occupé le poste de secrétaire d'État, fonction que la candidate a aussi occupée. Quand elle était secrétaire d'État, elle a restauré la réputation de l'Amérique. Personne n'a jamais été aussi bien préparé à la présidence qu'Hillary Clinton. Des deux candidats, c'est Trump qui occupe davantage le terrain avec 10 États visités en 3 jours. Selon l'équipe de Clinton, cette frénésie révèle une certaine dispersion, mais les démocrates ont eux-mêmes ajouté 2 meetings au programme, preuve qu'aucune certitude n'est permise quant à la victoire. Il faut rappeler que demain, le peuple américain se rendra aux urnes pour élire le futur président des États-Unis. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à vous.